Le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense Pete Hegseth se sont adressés hier aux plus hauts gradés de l'armée américaine avec des discours qui font beaucoup réagir. Devant plus de 800 officiers, M. Hegseth a présenté sa vision d'une armée virile et chauvine, s'en prenant au wokisme et au politiquement correct. Donald Trump est allé plus loin, appelant les généraux à se préparer à lutter contre l'ennemi intérieur, pointant du doigt les villes démocrates. San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, they're very unsafe places, and we're going to straighten them out one by one. And this is going to be a major part for some of the people in this room. That's a war, too. It's a war from within. I told Pete we should use some of these dangerous cities as training grounds for our military. Pour discuter de ces propos, nous recevons Garrett Martin, professeur à l'École de service international de la American University à Washington. Monsieur Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors, le président Trump a de nouveau évoqué ce qu'il perçoit comme l'ennemi intérieur, les citoyens américains de gauche, ses opposants politiques, les journalistes, les résidents des centres-villes. Comment croyez-vous que les hauts gradés accueillent ce message du président américain? Écoutez, c'est difficile, mais j'imagine quand même avec une certaine consternation, parce qu'évidemment, l'armée est habituée à être non partisane, à représenter tous les États-Unis, et je ne pense pas qu'ils ont accueilli avec grande joie l'idée d'être un accessoire essentiellement durant un discours de campagne de Donald Trump. Parce que je pense que le public principal de ce discours n'était pas tellement les hauts gradés, mais les supporters MAGA, le peuple américain en général. Donc j'imagine que pour l'armée, ce n'était pas une expérience particulièrement plaisante. M. Trump a prévenu les généraux qu'ils devraient s'attendre à déployer leurs troupes dans les villes américaines, notamment celles dirigées par des démocrates. Jusqu'où un président peut-il aller dans l'utilisation de l'armée pour réprimer des troubles à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a quand même des garde-fous? Oui, normalement, il y a des restrictions, notamment des lois comme Posse Comitatus qui datent du 19e siècle, qui sont supposément limitées ou empêcher que l'armée soit utilisée pour ce type d'opération intérieure ou ce type d'opération de police, à moins qu'on soit dans une situation grave d'insurrection. Donc normalement, il y a des limites légales. Cela dit, ce qu'on voit depuis l'administration Trump depuis janvier, c'est essentiellement une tentative fréquente d'essayer de pousser la loi, de contourner la loi, d'essayer de l'utiliser à son extrême. Donc, est-ce qu'il y a un risque que Donald Trump va vraiment essayer d'instrumentaliser l'armée contre des ennemis intérieurs perçus ou réels? Il faut vraiment s'en inquiéter. Justement, on voit déjà ce qui se passe, si on peut parler du comportement de ICE, par exemple, mais dans quelle mesure devrions-nous s'inquiéter de voir le président Trump et M. Hegseth remodeler l'armée américaine à leur propre fin, par exemple en y promouvant des troupes fidèles à M. Trump plutôt qu'à la Constitution? Écoutez, est-ce que c'est leur intention? Est-ce qu'il y a une certaine idée chez M. Trump en particulier que ce ne soit pas tellement l'armée des États-Unis, mais son armée? Oui, on peut certainement le penser. Après, cela dit, quand même, dans l'armée américaine, il y a quand même une tradition non partisane qui est quand même profondément ancrée. Et donc, je pense que cette culture, cet héritage va être quand même difficile à surmonter. Mais il risque quand même d'être fortement mis au défi dans les années qui viennent. Après, je pense quand même qu'il y a un autre aspect aussi, c'est que l'armée américaine a déjà des difficultés de recrutement. Donc, si l'idée que l'armée devient plutôt un outil politique ou un outil pour mettre un outil partisan, on peut se poser des questions si les difficultés de l'armée de recruter ne vont pas simplement s'amplifier dans les années qui viennent. J'aimerais revenir sur un des aspects, on peut dire, je pense, les plus glaçants du discours de M. Hegseth, portant sur la conduite de la guerre. Il a affirmé que les États-Unis feront fi, et je cite, des règles d'engagement stupides. Comment pensez-vous que les alliés des États-Unis, dont le Canada, vont accueillir ces déclarations et quel message est-ce que ça envoie sur la stabilité des États-Unis? Je pense que le discours est en effet glaçant et vraiment pose des questions fondamentales. Après, je pense quand même qu'il y a la réalité sur le terrain. Et après, est-ce que même si c'est les règles qui régissent le recours à la force, on va dire relaxées, ça ne veut pas forcément dire qu'en pratique, les officiers qui sont sur le terrain vont faire de même. Donc, je pense qu'il y a quand même ce différent. Après, je pense que ça reste quand même un discours qui était très porté, un discours de campagne, un discours qui était vraiment
pour le public américain pour essayer de créer un contraste entre les républicains qui sont mis en avant comme virils, belliqueux, masculins, et les démocrates, wokistes et efféminés. Donc je pense qu'il y a quand même un effet un peu théâtral dans ce discours qu'il ne faut pas oublier. Mais évidemment, je pense que d'un point de vue international, on peut quand même avoir des soucis parce que si les États-Unis commencent à faire preuve ou de brutalité dans la guerre, on peut s'imaginer que ça va encourager d'autres pays à faire de même. Mm-hmm. Donald Trump a aussi ravivé hier sa rhétorique annexionniste, voulant que le Canada devienne le 51e État américain. Selon vous, est-ce qu'on doit le prendre au sérieux? Oui, je pense qu'on doit toujours... Je pense que l'erreur a été par le passé de peut-être sous-estimer les intentions de M. Trump. Je pense qu'il y a par moments certainement une idée parfois de provoquer, une idée de faire jaser, parfois même une idée d'être comique, on va dire, si je peux utiliser cette expression. Mais ça reste quand même une idée fixe. Le fait qu'il revienne à cette idée fréquemment, je pense, montre qu'il est sérieux. Après, je pense que la deuxième chose, c'est de voir qu'il y a chez Donald Trump constamment, surtout dans ce deuxième mandat, une approche dans le rapport de force. Il essaie constamment de mettre en avant que les États-Unis ont toutes les cartes en main et que d'autres pays, que ce soit le Canada ou autres, sont en position de faiblesse. Donc, la discussion autour du Dôme d'or est exactement dans cette lignée. Donc, je pense que Trump reste très sérieux dans ses visées annexionnistes. Enfin, en terminant, tout cela survient alors que Washington bascule dans la paralysie budgétaire, vu l'impasse au Congrès entre les républicains et l'opposition démocrate. Le dernier shutdown remonte à 2018 et avait duré un record de 35 jours. Selon vous, qui a le plus à perdre cette fois-ci, le président et son administration ou les démocrates? Écoutez, je dirais ceux qui ont le plus à perdre, ce sont déjà les employés du gouvernement. Je pense que ce sont eux qui sont de nouveau des pions dans ces disputes entre républicains et démocrates. Donc, je pense que ça, c'est quand même important à mettre en avant. Après, deuxièmement, je pense que les premiers sondages semblent montrer que le public voit une responsabilité largement partagée, mais avec quand même un petit peu plus de responsabilité mise en avant sur les républicains. Je pense que pour les démocrates, c'est un calcul de devoir montrer à leur base qu'ils ne vont pas constamment abandonner devant la menace de Trump. Je pense que pour Chuck Schumer et les démocrates du Sénat, je pense qu'il y avait un goût amer quand ils avaient reculé en mars, durant le dernier risque de paralysie budgétaire. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas exagérer l'impact de cette paralysie budgétaire sur le long terme. En 2013, il y avait une longue paralysie durant l'administration Obama. Le public avait largement vu les républicains comme responsables et cependant, les républicains avaient quand même réussi à gagner des sièges dans la Chambre des représentants durant l'élection du mi-mandat un an après. Donc, je pense qu'on est quand même assez loin des échanges électoraux, donc l'impact, à mon avis, ne sera pas forcément significatif. Garrett Martin, je rappelle que vous êtes professeur à la American University à Washington. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir reçu. Grand plaisir.